Pourriez-vous brièvement nous présenter les artistes Monica Guggisberg et Philippe Baldwin, ainsi que leur œuvre? Nous, on avait commencé, on s'était rencontrés en Suède, et après on s'est installé en Suisse romande, un pays inconnu pour moi, que je suis bernoise d'origine, et Philippe américain. Et on avait commencé très simplement avec des verres à boire, des coupes. On était très facile à avoir des belles pièces simples, bien faites, tout ça. Mais très rapidement, on a aussi commencé à faire des pièces uniques et faire du design pour des autres compagnies. Et on a commencé à regarder plus loin. Et on a fait travailler avec des techniques suédoises, parce qu'on a appris en Suède, alors c'est le overlay technique suédoise. Et après, c'était dans les années 90, 94, 93, 94. C'est-à-dire, on a commencé en Suisse l'atelier, on l'a ouvert en 82, pardon. Et je pensais aussi à peu près la même époque que le musée de Romont a ouvert. D'ailleurs, on a fait peut-être 10 000 kilomètres en 3 mois autour de notre atelier actuel, dans notre atelier à Nanfou, pour trouver l'atelier à Nanfou qui était à 3 km de l'endroit où on habitait. Mais on a fait le tour de Romont, on a des très bons souvenirs de Romont. Et pour revenir à nos œuvres, c'est-à-dire nous on est des nomades aussi dans notre travail, c'est-à-dire on recherche toujours, alors on évolue avec notre travail. On n'a jamais resté coincé ou bloqué ou focusé seulement sur une manière de travailler. Alors c'était les verres de design, le design pour des compagnies, les pièces uniques. Après on a commencé à faire des installations plus grandes avec les gardiens. Et c'est ce qui est assez intéressant, que des fois les gens, ils aiment bien vous identifier avec une certaine manière de travailler. Alors, certains objets, ça c'est vous. Alors, c'est des bols ou des gardiens ou je ne sais pas quoi. Et qu'après, si on change, il y a un autre groupe de gens qui s'intéressent à votre travail, qui ne connaissent pas l'ancien travail. Et certains de l'ancien travail, ils n'acceptent pas qu'on fait autre chose que ce qu'ils aiment et ils ont envie de te voir. Alors, c'est assez intéressant comme évolution. Cette notion de l'évolution et progression qui a marqué tout notre travail du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est en termes de ce moment-là, maintenant, ça fait 41 ans. Et dès les petits verres à vin jusqu'à ce bateau, jusqu'à les installations plutôt politiques et commentaires culturels, etc., c'est un long parcours, une longue évolution. Et à travers toute cette évolution, j'espère, à mon avis, on a toujours gardé notre esprit original, notre respect pour l'artisanal, notre respect pour la qualité du métier, de l'exécution dans le métier. Alors malgré que les pièces sont plus des objets tout simples, etc., il y a quand même une ligne qui suit à travers tout ça. Et je crois qu'on est fidèle de cette ligne. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi, dans les années 80, 94, on a eu cette intervention avec Lino Tagliapietra. Quand il a vu notre travail et nos sablages, il a dit « mais il faut que vous faites la taille italienne » et il nous a introduit un maître italien qui faisait la taille et on a éclaté avec ça. On s'est éclaté vraiment et je pense, sans prétention, j'ose quand même dire qu'on a vraiment révolutionné l'expression taille italienne. On a vraiment ouvert le champ grand. Bien plus large, oui. Ouais. Et ça, c'est une chose qui est une sorte de signature à travers tout notre travail, en tout cas les derniers 25 ans, c'est le taille à la vénitienne. À part des fois des exceptions, comme les objets dans ce bateau, c'est rarement que nos objets sont shiny. Ils ne brillent pas, tout est taillé.
Et nous, on se pense des fois, quand il y a une texture où c'est mat, c'est beaucoup plus accessible, parce qu'on c'est brillant des fois, c'est ne me touche pas. Et peut-être on a aussi envie de toucher quand c'est mat. Voilà. Définitivement. Ouais. Donc le côté tactile. Tout à fait, il faut toucher les objets. Bon, il ne faut pas dire ça trop dans ton musée, Philippe, quand même. Justement, on va arriver au bateau maintenant, qu'il ne faut pas toucher. Il a été créé en 2011 pour l'exposition qui était intitulée « Au-delà du verre » ou « Beyond Glass » au musée Ariana à Genève. À quoi se réfère ce titre? Je ne sais pas. Alors, ce titre, il y avait la maison d'édition, une très bonne maison d'édition de Milan pour les livres d'art. Il y avait l'équipe du musée, il y avait nous. Alors, il y avait 3 parties. Et eux, ils ont bien aimé ce titre. Ils l'ont aimé mieux que nous. Mais bon, voilà. Philippe. Mais bon, on peut aussi dire que, parce qu'on pourrait le mal interpréter, que c'est un peu, peut-être un peu prétentieux. Mais on peut aussi le voir qu'au-delà du verre, que l'expression verre, que nous, le verre, on l'utilise comme, c'est un outil. C'est notre manière de raconter des histoires en verre. Alors, c'est le verre qui raconte les histoires qui vont au-delà de juste un objet en verre. Alors, depuis 2017, votre bateau est exposé ici au Vitreux-Musée Romand, dans la salle de la peinture sous verre. On voit ces peintures au mur. Et une section de cette salle est intitulée « Au-delà des frontières culturelles ». Elle est dédiée à la mobilité. Votre navire est également une métaphore du voyage. À quels aspects du voyage pensez-vous en relation avec votre bateau? Là, on peut continuer pendant 2 heures. Là. Non, mais bon, le bateau, par exemple, il a la pointe. La proue et la poupe. Alors, le devant du bateau et l'arrière sont... Il y a 2 proues, il n'y a pas de poupe. C'est-à-dire le bateau peut aller dans les 2 directions. Il peut se choisir. Et c'est les gens ou les gens, le ballast ou le cargo qui décident. Et le cargo, bon, on a toujours aimé les enfants, mais les enfants, et après, bon, encore aujourd'hui, on travaille avec les enfants. Les enfants, c'est vraiment une métaphore aussi pour le transport, parce qu'on les utilisait dans les bateaux, on les mettait dans le sable, parce que comme ça, ils pouvaient tenir à l'intempérie, elle équilibrait tout ça. Et on peut mettre du vin, de l'huile, des graines, des grammes, vous pouvez tout mettre dedans. On peut aussi mettre, des mémoires dedans, ou des souvenirs, ou vous allez au voyage, il faut décider qu'est-ce que vous prenez avec. Vous ne pouvez pas prendre toute la maison, vous prenez vraiment les choses qui vous sont à cœur. Et c'était un peu ça, tu m'interromps, tu ajoutes, Philippe. Well, I would just faire une distinction. Il y a le bateau et c'est ce qui est dedans. Yes, good. Et ces 2 choses sont aussi un mariage. Le bateau, naturellement, signifie le voyage. Mais le contenu amplifiait ce voyage parce que, comme Monica a dit, il y a beaucoup de choses implicites là-dedans. Et il y a la notion de commerce et de commerce à longue distance. Et il y a une notion aussi dans la construction des conteneurs, les amphores, il y a toute une notion d'esthétique, du design, côté pratique et aussi esthétique, parce que ces amphores, on peut dire, les amphores en soi-même, c'est des formes magnifiques. On connaît tous les images des amphores de Grèce, de Rome, de Inde, de Chine, etc. En parenthèse, on pense toujours que les amphores sont une histoire de Méditerranée et la Grèce et Rome. C'est vrai, mais ce n'est pas uniquement vrai. Les amphores sont
du monde entier et il date quasiment de la fin de l'âge glacial, il y a 10 000 ans. Et ça implique une culture mondialisée quelque part, comme en vérité la culture était toujours. Et voilà, je ne sais pas. Et il y a l'aspect de la migration que, bon, et nous on était toujours, bon, les bateaux, point de vue privé, notre vie privée, les bateaux ont toujours fait partie de nos vies. Et si on regarde, on a fait la voile, mon père avait des bateaux, il a grandi au bord de la mer, j'ai passé, bon bref, la mer et les bateaux faisaient toujours partie de nos vies. Et je me rappelle, on a fait le premier livre qu'on avait fait, il y a aussi il n'y a pas de bateaux dedans, mais il y a des images de bateaux dedans, il y a des images de coques de bateaux qu'on a mis en relation avec les formes de nos pièces. Et ça, alors il y avait toujours des bateaux d'une manière ou autre, ils se sont toujours introduits quelque part. Et bon, nous, on est un peu des nomades entre, peut-être je me répète, entre Suisse, Suède, Suisse romande, Amérique. Philippe qui voulait venir en Europe pendant 6 mois, il est resté, quoi, combien d'années? 43 ans, à présent, 44. Mais les humains sont des migrateurs, quoi. On est des migrants, quoi, tous. Mais, et après, quand il y a la crise des réfugiés, évidemment, c'était assez intéressant de voir la réaction du public. Yes, ça c'est une chose qui est bien aussi. C'est que la valeur de nos objets, ce n'est pas statique. Et quand nous avons lancé le concept du bateau, il y avait un côté très autobiographique, aussi côté design vis-à-vis ce qu'on vient de dire sur les infos. Et on a fait ces bateaux pendant 4, 5, 6 ans. Et il y avait la crise en Syrie et cette énorme tragédie d'immigration qui était... C'était pas lancé avec Syrie, mais du temps courant, ça a fait toute une amplification. Et nous, on a dit, tiens, ça fait partie de cette histoire, ça mérite d'être inclus dans notre conception de ces bateaux migratoires, de faire honneur, respect, parce que pas tout le monde, beaucoup de monde voyage avec un esprit de joie, de recherche, de découverte, mais il y a beaucoup qui sont en train de fuir pour leur vie, et tout ça c'est impliqué. Oui, donc on arrive en fait, la prochaine question. Il faudrait peut-être déjà mentionner le titre de cette œuvre, Le long voyage, souvenir, larmes, joie, qui est très ouvert et qui incorpore, qui inclut aussi ces émotions qui sont liées à l'idée du voyage, à l'idée de la mobilité. Mais quand on voyage, de quoi se souvient-on quand on voyage soi-même? Et quelles sont ces émotions à l'époque actuelle? Vous en avez déjà énoncé quelques-unes, justement en rapport avec la crise. Qu'y a-t-il d'autre? Well, ça c'est aussi lié un peu avec l'exposition qu'on a montée jusqu'à ce moment, où il y a le parcours d'une vie personnelle, le parcours d'une communauté, le parcours d'une nation ou une civilisation. Il y a tout dedans. Et des fois c'est joyeux, des fois c'est triste, et des fois c'est tragique, des fois c'est une catastrophe. Je crois qu'il y a de tout. Alors, le symbolisme entier avec cet objet est un effort d'être une sorte de monument à ses émotions, ses sentiments. Un hommage un peu à ses sentiments aussi. Absolument, oui. Je ne sais pas si ça répond proprement à la question. Mais... Et on va continuer avec le thème du bateau. C'était en effet celui-ci le tout premier qui avait une taille monumentale.
vous avez créé des bateaux beaucoup plus petits, mais également d'autres encore plus grands, en 2018 à la cathédrale de Canterbury. Maintenant, ces bateaux, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, est-ce que leur signification varie lorsque la taille varie? Je trouve que ça serait très utile de parler de l'origine de les petits bateaux avec amphore. Alors, vas-y. Parce que quand il y a eu le crise, il y avait deux crises. On vient de parler des tragédies, etc. C'est le bon moment. En 2007, le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy en France, il y avait, à mon avis, les voyous qui ont pris la chance de faire des dégâts à Paris. Et nous, on était privilégiés d'avoir notre atelier sérieusement blessé et c'était brûlé en grande partie et on a eu 9 mois de blocage. Bon, c'est la vie. Toc, 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 toc. On a vécu ça, on a relancé l'atelier. La France était assez correcte. On a pu avoir l'assurance, etc. On relançait l'atelier et du jour au lendemain, la crise de 2008. Boum! Et personne, tout s'est arrêté. Oui. On était là, on a dit donc. Qu'est-ce qu'on fait? Toutes les expositions, toutes les obligations qu'on a eues après l'incendie, on a tenu toutes nos obligations. Mais bref, dès que l'atelier relancé, avant nouveau chapitre, ah non. Il n'y a plus rien. C'était zéro, c'était plat, zéro. Alors on a dit, OK, on prend ce moment pour faire des expériences. Et beaucoup des petits objets qui sont dans ce bateau faisaient partie de ces petites expériences. On fait des sortes de tests, des formes, etc. Et c'était dans la direction des amphores. Et c'est là où on a conçu l'idée des amphores. Et la suite, qu'est-ce que tu fais avec tes amphores? Ben, vous les mettez dans un bateau pour qu'ils puissent voyager. Et tous nos bateaux, et c'est très naturel qu'il y ait du sable dans le fond. Parce que les bateaux sont petits ou grands, il y a du sable dedans, ça les tient. Et avec ça, on a lancé toute une nouvelle série de travail. Malheureusement, en expliquant tout ça, j'ai oublié les questions d'origine. Je reviens. Alors oui, à Canterbury. Bon, ça c'était... on a fait une exposition à Édimbourg et il y a un ami qui est venu, qui a visité cette exposition. Où était ce bateau? Il était exposé là. D'ailleurs, il a voyagé pas mal. Alors, il était en France, il était en Hollande, il était en Allemagne, il était à Édimbourg, il était à Venise, il était à Bâle. Et voilà maintenant dans son port final. Bon, bref, pour revenir à Canterbury, cet ami, elle est venue et il dit il faut absolument que je parle au dean de Canterbury. C'est ce qu'elle a fait. Et ils nous ont montré l'intérêt qu'on fasse une exposition. Mais en 2018, c'était la 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Alors il fallait faire une offre. Ils nous ont proposé, ils nous ont suggéré et désiré qu'on fasse une œuvre qui respecte ça, qui met ça en valeur. Alors on a de nouveau pensé, un bateau c'est parfait. Parce que, alors, on a pris de nouveau avec Hergiswil, on a fait le même moule qui est à nous, parce que c'est normalement dans une verrerie, vous avez un moule qui appartient au dessinateur. Pour la vie. On a fait une centaine de ces amphores, on les a suspendus à 25 mètres dehors, c'était 25 mètres, je pense, dans la nef. 10, oui. Ouais, bon, vingtaine de mètres, dans la nef principale à Canterbury. Pour ressembler une amphore pour chaque année de mémoire. Alors, il était plus grand. Il était de 20 mètres.
Et là, on comprend aussi mieux le titre, Le long voyage, Souvenirs, larmes et joie. On aurait aussi pu l'appliquer Tout à fait. à ce bateau suspendu dans la Là, nef. elle avait aussi impliqué la notion de mémorial. C'est vrai, c'est dans le même trajet. Et ce bateau-là, cette sculpture, elle était suspendue. Alors quand il y avait le chœur qui chantait, quand il y avait vraiment beaucoup de musique dans la cathédrale, il vibrait un peu. C'était génial. C'était vraiment très impressionnant. Mais c'est très sympa que les amphores ici, c'est le même moule, la même équipe qui l'ont soufflé, que dans l'autre à Canterbury. Et on revient maintenant au lieu où nous sommes, au Vitromusée roman. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir ce bateau qui appartient à une collection de ce musée, le seul musée dédié entièrement au verre de Suisse, dans l'exposition permanente? Bon, évidemment, on est honoré et ça nous fait énormément de plaisir. On peut ajouter beaucoup de choses là, mais on est très fiers, on est très, très, très contents que cette œuvre a trouvé sa place ici. Et il y a beaucoup de mémoire aussi avec notre histoire, on a commencé tout ça. Je crois que l'effet que cet musée est 30 minutes, plus ou moins, de notre atelier original à Nanfou. Ça, on ne peut pas demander quelque chose mieux qu'être... Parce que les 20 ans qu'on a passés à Nanfou étaient quand même la fondation de toute notre carrière. Et tout ce que nous sommes devenus a été développé là, à Nanfou. Et l'effet que ce musée avait commencé quasiment au même moment que nous avons lancé notre atelier, il y a quelque chose de vraiment sympathique là. Et c'est un musée, c'est un bijou, ce musée. Alors, chaque fois, l'architecture et comment c'était transformé, c'est vraiment magnifique. Moi, je trouve que ce musée personnellement, j'aime les musées intimes. Et ce musée était intime. Et c'est dans une situation tellement agréable. Je sais pas. C'est beau, quoi. C'est la beauté. Et chaque fois qu'on sort, on voit cet arbre, on dit « Mais il est magnifique cet arbre !» Mais je vous jure, pas une seule fois on passe sous cet arbre où on ne dit pas « Oui, Waouh !» oui.